Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Start-up africaine. Le dossier du jour sera consacré à une voiture écolo qui a été créée par une société togolaise et qui a été construite et commercialisée au Togo. Et au sommaire également de cette émission, accord politique en République démocratique du Congo. Enfin, il a été validé et confirme l'élection présidentielle au mois d'avril 2018. Un accord pas forcément inclusif selon les observateurs qui craignent pour l'avenir politique et social de la République démocratique du Congo. Et 83 lycéennes de Chibok libérables sous négociation selon les autorités nigérianes. De quoi ravir les familles, bien évidemment, mais des questions persistent. Quels sont vraiment les termes de ces négociations? Le Nigeria a-t-il raison de négocier avec un groupe terroriste comme Boko Haram? Justement, ils sont avec nous pour en parler. Notre invité, tout d'abord, est ingénieur informatique, Kossi Nyanguenon. Monsieur Nyanguenon, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira et bonsoir nos chers éditorialistes. Et nos éditeurs, lui, justement, ils sont avec nous. Malik Hacher. Malik, merci d'être avec nous. Merci à vous, Amira, et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Et Daouda Tal. Daouda, c'est un plaisir. Plaisir partagé, Amira. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle et une frange de l'opposition congolaise conduite par Vital Kamerhe ont adopté un accord politique qui confirme le report des élections, dont l'élection présidentielle au mois d'avril 2018. Un accord loin de faire l'unanimité auprès de l'opposition congolaise, cette opposition qui n'a pas participé aux pourparlers, mais aussi auprès de la communauté internationale. C'est un sujet de Corinne Camden. Vers une stabilisation de la situation politique en République démocratique du Congo. Ce mardi 18 octobre, les délégués de la société civile, de l'opposition et de la majorité présidentielle se sont réunis à la Cité de l'Union africaine pour une ultime séance plénière afin de signer l'accord qu'ils ont trouvé lundi 17 octobre, visant à décanter la crise politico-électorale et clôturer le dialogue politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui comme hier, au seul service de l'Afrique. Oui, à travers ronces et épines, rodomontades et affirmations péremptoires, nous avons maintenu le cap, travaillant d'arrache-pied pour obtenir enfin ce qui, aujourd'hui, est le fruit de ce labeur intense, à savoir l'accord qui vient d'être signé par votre auguste Assemblée. Le Congo est grand, puissant jusqu'à la racine, mais néanmoins fragile. Prenez-en grand soin. Ce pays est cher à nos cœurs. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il bénisse le Congo et vous donne la force et la sagesse pour la mise en œuvre effective et fidèle de cet accord. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique. Je vous remercie. Matando Miki à Santé Sana. Cet accord fixe les élections générales à la fin du mois d'avril 2018 et maintient le président Joseph Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu. Il confie également le poste de Premier ministre à l'opposition, notant que le chef du gouvernement ne pourra sortir que de l'opposition signataire de l'accord. Nous sommes heureux que nous ayons pu aboutir, et puis les embûches qui ont pu se multiplier sur notre chemin, que nous ayons pu aboutir à la signature de cet accord politique autour du processus électoral qui a connu des difficultés. Nous avons jeté les bases de la solution à ces problèmes autour du processus électoral, qui était l'unique question à l'ordre du jour de ce dialogue politique national inclusif, contrairement à tout ce qui avait été dit auparavant. Le comité de suivi de l'application de l'accord politique du dialogue, signé ce mardi 18 octobre, devrait être composé de 7 délégués de l'opposition, 7 délégués de la majorité et 6 délégués de la société civile. Ce comité pourra tenir sa première rencontre dans 30 jours à compter de ce mardi 18 octobre. Monsieur Nyanguenon, quelle crédibilité accordez-vous à cet accord politique dont on vient de parler dans le reportage ?
Bonjour les téléspectateurs, bonjour. En fait, moi j'apprécie cet accord-là parce que ça fait longtemps qu'on attendait une opportunité comme ça. Les amis congolais que moi j'avais, on en avait discuté plus d'une fois. Parce qu'au moment donné où ils refusaient systématiquement de ne pas aller sur la table de négociation, ou bien à la table de négociation, mais maintenant qu'on arrive à mettre en place un accord, moi j'ai une certaine crédibilité. En tout cas, c'est un accord crédible, d'autant que c'est un comité qui permettra de mettre en place les structures qui vont aboutir à une élection démocratique au Congo. Démocratique. Donc, c'est louable. Maintenant, il faut mettre des garde-fous parce que tout accord politique n'est pas systématiquement applicable de bout en bout. Maintenant, c'est de mettre des garde-fous pour que ce qu'on a dit aujourd'hui ne soit pas dévoyé demain. Alors, Daouda, un accord inclusif, c'est ce qu'on voulait, on y est loin, puisqu'une grande partie de l'opposition a refusé de participer à ce dialogue politique dont est issu justement cet accord. Oui, tout à fait, c'est pas consensuel. On peut pas dire que... Enfin, c'est consensuel vis-à-vis des gens qui étaient là. Mais bon, on sait très bien que l'autre partie, notamment Etienne Tshisekedi, etc., n'a pas pris part, ou au moins ne valide pas cette option-là. Et parce que, bon, moi je pense que je suis d'accord avec notre invité quand il dit heureusement qu'il y a eu un accord. Bon, bah, on va dire heureusement. En même temps, aucun accord politique, selon moi, ne peut être au-dessus de la Constitution. La Constitution congolaise définit bien un calendrier électoral. Celui-ci n'a pas été respecté, parfois pour des raisons de moyens, parfois pour des raisons de fichier électoral. On a du mal à voir clair. Maintenant, bon, à défaut du pire, on peut se contenter d'un accord comme ça. Et encore, c'est même pas dit que c'est la fin de la crise, étant donné que ça fait pas consensus dans l'ensemble de la classe politique congolaise. Puis je note quand même quelque chose qui me paraît frappant, c'est-à-dire que dans cette constitution de 2006, dans cet esprit-là, il est dit que lorsqu'il y a vacance du poste de président, celle-ci est constatée par la Cour constitutionnelle quand elle est saisie par le gouvernement. Alors imaginez-vous si on a un Premier ministre, donc chef du gouvernement, qui est dans l'opposition, espérons pas qu'il y ait une sorte de coup bas qui viendrait du Premier ministre, de l'opposition, qui saisirait la Cour constitutionnelle pour vacance de la présidence, étant donné qu'on est hors des délais, qu'on sera hors des délais jusqu'en 2018. J'espère que ça n'arrivera pas. Et alors justement, on va rappeler peut-être le nœud du problème pour nos téléspectateurs, c'est justement cette élection présidentielle. L'opposition voulait que l'élection présidentielle ait lieu bien évidemment dans les délais constitutionnels, à savoir le 19 décembre, en date de fin de mandat du président Joseph Kabila. Cet accord prévoit des élections en avril 2018. Il reste une inconnue, c'est cette date du 19 décembre au mois d'avril 2018. L'opposition a demandé un régime spécial pour pas que le président Joseph Kabila ne préside. Cet accord prévoit que Joseph Kabila sera maintenu au pouvoir jusqu'au mois d'avril 2018. Malik, c'est à vous que j'aimerais poser cette question. On se réjouit de quoi, vu que l'opposition n'a pas du tout obtenu ce qu'elle voulait et qu'elle n'a pas participé à ce dialogue politique? Alors, est-ce que, ne serait-ce que le terme accord politique, est-ce qu'il est vraiment le terme qu'on devrait employer aujourd'hui? Je ne pense pas, et vous avez raison, ce n'est pas un dialogue inclusif. Une bonne partie de l'opposition n'était pas présente à cette réunion. Alors qu'on reporte l'élection présidentielle de 3 mois, de 6 mois, j'aurais compris, mais de 2 ans, ça me paraît étrange. Et on a toujours ce problème-là de report de l'élection, je dirais, à la fin de mandat. On ne se pose jamais la question en début de mandat, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les élections se tiennent à la bonne date. Ce qui est étrange aussi, c'est qu'on n'a pas eu ce problème-là de report d'élection lorsque Joseph Kabila s'est représenté, ce qui est étrange aussi. Et vous avez raison de parler finalement de régime un peu spécial, parce qu'on n'a pas parlé de possibles modification de la Constitution. On ne sait pas finalement si Joseph Kabila va modifier la Constitution, parce qu'il n'y a pas de garde-fou. On ne dit pas il y a un accord, mais il n'y a pas ce mais. On ne dit pas mais Joseph Kabila, par exemple, ne se représentera pas ou changera, par exemple, l'article concernant les mandats présidentiels. Parce que là-dessus, il est toujours flou. On ne connaît pas véritablement les ambitions électorales du président Joseph Kabila. Et vous savez, le ministre de l'Intérieur disait même
que Joseph Kabila n'allait pas se représenter, ou du moins, on ne sait pas si c'est des rumeurs ou pas, mais on a l'impression qu'il y avait des signaux qui étaient parfois envoyés envers la population et l'opposition pour les rassurer. Et finalement, ça n'a fait que former une forme d'attentisme au sein de la population. Et finalement, on voit finalement que le pouvoir se prolonge de 2 années, c'est beaucoup. Alors, Monsieur Nyangenu, un nouveau gouvernement dans les 20 jours qui suivent avec un représentant de l'opposition qui a participé à ce dialogue, qui en sera le dirigeant, c'est ce qui est prévu par cet accord. Manifestement, ce sera Vital Kamerhe, donc futur Premier ministre de la RDC, si on en croit en tout cas les rumeurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment une personnalité qui peut faire l'union en République démocratique du Congo? Parce qu'on sait que c'est aujourd'hui, en tout cas, une personnalité qui ne fait plus forcément l'unanimité au sein de l'opposition qu'elle sera censée représenter au sein du futur gouvernement. Ouais, mais c'est une bonne question. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas juger de la crédibilité ou de la possibilité de M. Kabila pour... mais de toute façon, ce qu'on sait, c'est que il n'est pas arrivé là tout seul. C'est que c'est incertain. Il a été porté par un certain mouvement, un certain nombre de, disons, de Congolais qui sont dans une mouvance qui lui ont fait confiance. Il est vrai. Malgré le côté versatile de cette personne, il est quand même là. Bon, j'espère qu'il fera le travail. Daouda, un mot très rapidement sur Vital Kamerhe qui sera manifestement le prochain chef de gouvernement. Oui, Vital Kamerhe qui n'était pas au début pour un dialogue hors des institutions. Vous vous souvenez, on l'a reçu ici, c'était sa position. Bon, maintenant, je comprends qu'il puisse, dans l'intérêt suprême de la nation congolaise, qu'il puisse changer de fusil d'épaule. Mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer après parce que le chef du gouvernement, s'il est chef du gouvernement a quand même une certaine place, notamment dans cette vacance de poste du président de la République dont je parlais tout à l'heure. Voilà, moi je préfère pas m'avancer là-dessus. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne suis pas sûr que cet accord politique soit vraiment la sortie définitive de la crise en RDC. Alors Malik, on va parler de la communauté internationale, même si l'ingérence, c'est pas forcément notre truc autour de ce plateau. Bien évidemment, les Européens, les Français, en première ligne, ont évoqué cet accord politique. Apparemment, ils craignent pour l'avenir, justement, de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous ? Que l'on s'inquiète pour l'avenir de la RDC, c'est très bien. Oui, vous avez raison. On n'aime pas trop cette forme d'ingérence qui existe de certains pays occidentaux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait certains États qui s'immisceraient dans les affaires de certains pays africains. C'est toujours dans le même sens d'ailleurs, c'est rarement dans le sens inverse. Et au Nigeria, le gouvernement poursuit ses efforts de négociation avec le groupe terroriste Boko Haram alors que 21 lycéennes de Chibok ont été libérées. C'était ce jeudi 13 octobre, après plus de 2 années de détention. Selon le ministre de l'Information du Nigeria, les pourparlers se poursuivront avec le groupuscule tant qu'il y aura des otages retenus par les terroristes. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. Les efforts pour la libération des filles de Chibok se poursuivent au Nigeria. Les autorités fédérales et le groupe terroriste sont en négociation en vue de faire libérer le reste des filles retenues en otage depuis plus de 2 ans dans la forêt de Sambisa au nord du pays. Le ministre de l'Information estime que le gouvernement ne compte pas baisser les bras dans le traitement de ce dossier. Les négociations ne sont pas finies tant que toutes les filles ne seront pas libérées. Les pourparlers sont toujours en cours à l'heure où l'on parle. Bientôt, d'autres et bien plus seront libérées. Le 13 octobre 2016, déjà, 21 filles ont été libérées. Elles ont retrouvé leur famille dimanche 16 octobre dans la capitale fédérale, Abuja. Certains observateurs saluent la décision des autorités de négocier avec Boko Haram en attendant de trouver des solutions structurantes face à la nébuleuse terroriste. Je dois dire qu'il faut se réjouir de toute initiative, toute action qui est menée pour que les filles de Chibok, les lycéennes de Chibok soient libérées. Donc, ce que le gouvernement nigérian fait actuellement va dans le bon sens. Mais on peut vraiment regretter tout le temps perdu avant de commencer à négocier pour la libération de ces filles. La libération de ces otages n'interfère en rien dans la poursuite ou la suite de ce conflit qui, lui, va dépendre des forces en présence, de la volonté de la force mixte multinationale, des Nigérians aussi, d'aller au bout et de repousser Boko Haram comme c'est le cas actuellement.
En avril 2014, le groupe Boko Haram avait kidnappé plus de 200 lycéennes de Chibok. L'affaire a été l'un des thèmes de campagne du candidat Muhammadu Buhari, élu président du Nigeria en mai 2015. Le chef de l'État nigérian a lancé la même année une offensive contre les terroristes au nord du pays, obligeant ainsi plus de 2,6 millions de personnes à s'exiler. Depuis quelques semaines, le gouvernement a adopté la négociation pour faire libérer les otages. C'est une question qui fait débat, messieurs. Je ne sais pas si ce sera le cas autour de ce plateau. Faut-il ou non négocier avec les terroristes? Daouda, à vous d'ouvrir cette polémique. Une question difficile, Amira, mais je pense que pour sauver une vie humaine, bon, le principe, c'est qu'on ne négocie pas avec des gens qui sèment la terreur, qui kidnappent des filles comme ça, qui sont en âge d'être scolarisées, avec tous les attentats que l'on connaît au Nigeria. Mais pour sauver une vie humaine, ça n'a pas de prix. Donc oui, négocier, ne serait-ce que pour sauver une seule fille, pour moi, ça vaut le coup. Alors là, ça se compte par dizaines, donc c'est une bonne chose. Maintenant, négocier ne veut pas dire que le combat ne continue pas. Je pense qu'il faut garder la fermeté, et ça, le président Buhari est dans ce sens. L'armée a été remaniée au niveau de son commandement pour mettre des hommes de confiance, et je pense qu'il y a des avancées notables qui sont faites. Et d'ailleurs, il faut interpréter cette libération comme un recul du groupe Boko Haram, à mon avis. Alors, Malik, en négociant, bien évidemment, on alimente les réseaux terroristes, puisque soit on négocie de l'argent, soit on négocie des prisonniers. C'était d'abord le cas, c'était en septembre 2015. Buhari, le président nigérian, s'était dit prêt à échanger des terroristes contre des lycéennes de Chibok. On peut comprendre que ce genre de négociation en choque plus d'un. Oui, alors quand il y a de l'argent en jeu, je pense qu'il ne faut pas négocier. C'est-à-dire qu'on alimente le terrorisme de cette façon, c'est-à-dire que les terroristes vont trouver un jeu, je dirais, lucratif en kidnappant et en recevant justement de l'argent, en échangeant des prisonniers. Donc je pense que quand on demande de l'argent pour libérer des personnes, je pense qu'il ne faut pas négocier. En revanche, effectivement, ce n'est pas évident de... Quand faut-il négocier alors, Malik? Il faut négocier quand... Il faut déjà inverser le rapport de force. C'est-à-dire que Daouda a raison sur une chose, c'est que je pense que le groupe terroriste n'est plus dans cette situation de force qu'il était auparavant. On a vu que ces attaques ont diminué et que peut-être cette négociation est un aveu, peut-être, je ne suis pas expert sur la question, mais de faiblesse de la part de ce groupe terroriste. Alors quand il faut négocier sous conditions, c'est-à-dire on arrête les violences, on arrête les activités terroristes. Si on négocie et puis... derrière, on continue les attaques terroristes, ça ne sert à rien. J'imagine que le groupe terroriste a des conditions. Malheureusement, vous savez, dans ces enjeux-là, il est très difficile de mettre carte sur table ce qui se joue parce que souvent, c'est des éléments secret défense. Dans la lutte contre le terrorisme, moi, je ne suis pas pour la divulgation de tout. Et ça, je pense que les gouvernements, parfois, ont failli dans ce domaine-là. Je pense que les négociations, ça doit être mené de façon beaucoup plus discrète pour permettre justement la réussite d'une opération. Négociation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Monsieur Nyanganon, quelle est votre position par rapport à ces négociations que mène actuellement le gouvernement nigérian avec le groupe terroriste Boko Haram? Mais les deux éditorialistes ont presque épuisé la question, parce qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes, quels qu'ils soient. Mais néanmoins, du moment qu'il y a des vies qui sont en jeu, il faut essayer de faire quelque chose. Toutefois, mais on ne connaît pas les termes de négociation, malheureusement. Donc, on sait qu'il y a des gens, il y a des gens qui travaillent en souterrain pour pouvoir, faire communiquer. Du moment que déjà il y a une possibilité de convergence de paroles, de discussion, je pense que c'est louable de pouvoir le faire. Mais il faut être ferme dans les négociations. Alors, Daouda, on nous parle d'une force mixte multinationale contre Boko Haram, une force qui a eu du mal à se mettre en place au début. On parle aujourd'hui de résultats concrets. On sait qu'il y a des drones dans la coopération militaire qui lutte contre Boko Haram. Pourquoi on n'arrive toujours pas à mettre la main sur ces jeunes filles?
C'est compliqué, hein, parce que d'abord, il faut, j'imagine, ces filles ne sont pas regroupées au même endroit. Le groupe Boko Haram a dû les disperser dans différents foyers qu'il contrôle. Donc je pense que c'est ça aussi la difficulté. Vous savez, quand vous avez un groupe terroriste qui se mélange avec la population, c'est toujours difficile d'identifier l'ennemi et d'identifier l'otage en question. Je pense que la difficulté, elle tient vraiment à cela. Malik, où en est cette lutte contre Boko Haram? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les efforts ont payé et que la force mixte multinationale est en train d'éradiquer ce groupe terroriste? Dire si l'on est vers la fin de l'éradication, je ne suis pas sûr. On ne peut pas être devin dans ce style je dirais, de situation. Néanmoins, je pense qu'il y a un bon effort qui est en cours entre les pays de la région. On a vu que les attaques spectaculaires ont diminué. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on est sur un territoire qui est très très vaste, un territoire qui concerne plusieurs États et, comme vous le savez, je le dis souvent ici, le phénomène terroriste, c'est un phénomène transnational et on a tellement, je dirais, mis ce phénomène de côté, on n'a pas voulu prendre l'ampleur de ce phénomène-là, que ça va durer encore beaucoup de temps. Néanmoins, vous savez que le terrorisme, ça passe aussi par la lutte contre les soutiens au terrorisme, parce qu'il y a la lutte contre le terrorisme, mais aussi la lutte contre les soutiens, et je pense qu'on n'en fait pas assez dans ce domaine-là. Les soutiens, vous parlez des pays ou vous parlez des populations? Je parle des groupes de soutien, donc des populations, des civils qui peuvent parfois, malheureusement par contrainte, souvent aider les terroristes au regard surtout de leur situation sociale. Malheureusement, ils n'ont d'autre choix, parfois sous la menace d'aider ces terroristes-là. Et c'est là aussi où il faut lutter. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.